Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous pour ce J2. Bien sûr, en effet, bienvenue pour cette deuxième journée du centenaire du SNEL ici à la Villette. Après une première journée riche en partage, bien évidemment, on espère, on imagine que la soirée s'est bien déroulée. Avec les yeux bien ouverts, eh bien, on va poursuivre avec de nouveaux temps forts aujourd'hui, à l'occasion notamment d'évoquer votre quotidien dans lequel il est parfois difficile de naviguer. Puisque vous parlez, Edwige, de naviguer, ça tombe bien parce qu'on vous emmène ce matin, on vous propose de prendre le large, on vous emmène au grand large même, et de ressortir de ce centenaire du SNEL plein d'embrun. On vous emmène sur le Vendée Globe. Tout de suite, on embarque. Vendée Globe, c'est simple. Tu pars des Sables d'Olonne, tu reviens aux Sables d'Olonne, en bateau à voile. Tu pars tout seul, tu reviens tout seul, en contournant le pôle sud. À partir de là, tu te débrouilles. Vraiment ce que je fais là. J'ai même pas les mots tellement c'est ouf. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment de couper avec le monde humain. Il y a eu des moments où je me suis sentie même un peu égoïste par rapport au monde terrien, quoi. J'avais plus trop envie d'en entendre parler, quoi. It's just a unique race. You don't find that anywhere else in the world. Et on va allumer pour rentrer au sable. Tout de suite. Les foils, aujourd'hui, créent un environnement beaucoup plus stressant, parce que ça va plus vite, tout simplement. C'est un petit peu la guerre. Pleurer, c'est un exutoire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui te permet d'aller plus loin. Bon bah, les emmerdements, c'est pas fini, hein. C'est du gros dégâts. C'est la meilleure chose à faire au monde, le Vendée Globe. バンデグローブはこの地球最大な C'est là où notre sport est intéressant, c'est de pouvoir faire voyager les autres qui sont restés à terre avec nous, quoi. Ça, c'est du vrai partage. Voilà qui met dans l'ambiance en ce vendredi matin. Et je vous demande, sans tarder, d'accueillir la directrice générale du Vendée Globe. Voici Laura Le Goff. Installez-vous et merci d'être avec nous. Votre parole est rare. Laura. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous alors que le dernier marin du Vendée Globe en a terminé la semaine dernière, seulement en 117 jours. Fin d'une immense aventure. Êtes-vous, vous aussi heureuse que les marins et que Denis Van Wenberg? Évidemment, c'était une édition magnifique. On a reçu Denis Vandenberg samedi dernier, après une édition incroyable, vraiment un succès, tant sur le plan sportif que médiatique. La population a été au rendez-vous au Sables d'Olonne, donc je ne peux être que ravie. Vous êtes, Laura Le Goff, la directrice générale d'une épreuve qui existe depuis 1989 et qui a toujours gardé le même concept. Oui, et je pense que c'est une bonne chose. Le Vendée Globe, son ADN est inchangé depuis 1989 et c'est ce qui fait son succès, hein. Certains le connaissent déjà ici dans cette salle. C'est un tour du monde sans escale, en solitaire et sans assistance. Et c'est ce qui fait le charme, en fait, hein, c'est ce qui fait la magie de cette course incroyable. C'est l'Everest des mers. Tous les marins, les grands skippers rêvent d'y participer. Finalement, je crois aussi que cet ADN, c'est ce qui fait son succès, puisque finalement c'est un concept assez simple à comprendre pour le grand public. Et la magie est toujours au rendez-vous, comme je le disais, on l'a constaté encore sur cette édition, avec un public au rendez-vous. Nous avons accueilli sur 3 semaines de village départ 1 300 000 personnes au Sables d'Olonne, 350 000 personnes le jour du départ. On va voir les images d'ailleurs de ce que cela représente, avec une enceinte fermée et puis un stade nautique ouvert avec ce fameux chenal. Là, c'est l'ouverture du village, hein. Là, vous voyez effectivement l'une des entrées du village sur
qui donne effectivement sur la belle structure cathédrale du département de la Vendée, qui est le premier partenaire et l'actionnaire principal de l'événement, puisque c'est aussi comment dire, la subtilité, c'est que c'est un événement qui est porté par un territoire. C'est ce qui en fait, à mon sens, aussi le succès. Et c'est ce territoire qui est en charge de préserver son ADN, qui est inchangé depuis l'origine. On mélange public et privé. C'est une STEM, hein, une STEM dans la structure juridique. Alors oui, la structure juridique du Vendée Globe est assez particulière. Hein. C'est une société d'économie mixte qui gère cette SEM. Donc c'est une société commerciale, mais dont la particularité est d'avoir un actionnariat public et privé. Donc c'est vrai que moi je travaille avec des acteurs très différents, que ce soit des collectivités locales. En premier lieu, le département, comme je le citais tout à l'heure, puisque à la fois c'est l'actionnaire principal, le premier partenaire, mais également mon patron, puisque le président de la Vendée, Alain Leboeuf, est le président du Vendée Globe. Et puis nous travaillons avec un certain nombre d'autres collectivités, dont la ville des Sables-d'Olonne notamment, et puis des partenaires privés, comme Sodebo par exemple, qui nous accompagne depuis le début, et évidemment un ensemble d'acteurs institutionnels, publics, privés, et donc la particularité du job qui est le mien, de directrice générale, c'est de jongler entre tous ces univers. Vous venez d'où pour pouvoir jongler comme ça entre ces univers, votre formation? Ça va intéresser les chefs d'établissement qui nous écoutent. Alors j'ai suivi un cursus universitaire, il n'y a pas de formation, comment devenir directrice générale du Vendée Globe, donc, et ce n'était pas forcément ma vocation première au départ. J'ai suivi des études de droit, un master 2 de droit public, droit des collectivités locales en particulier. Donc j'avais déjà cette appétence à l'univers des collectivités, à la notion d'intérêt général. J'avais envie d'être utile, de servir. Et je suis bien servie avec le Vendée Globe, puisque finalement, c'est un événement sportif au service d'un territoire, donc ça me convient bien. Et puis les compétences qu'on acquiert quand on suit des études juridiques permettent également finalement de maîtriser un certain nombre d'aspects comme la gestion du risque. Et quand on organise un événement tel que le Vendée Globe, c'est assez intéressant de pouvoir avoir ces notions-là. C'est vrai qu'elles m'ont été assez utiles quand j'ai pris mon poste en 2016, puisque j'ai pris la direction en 2016, donc j'ai organisé 3 Vendée Globe en tant que directrice générale. Et ces notions et cette expérience, j'ai été 12 années à la tête d'une direction juridique dans une autre société d'économie mixte avant, donc je ne viens pas du tout de l'univers de la course au large et de l'événementiel. Finalement, ça m'a pas mal servi. Avec, puisqu'on parle d'école, la volonté du département de faire du Vendée Globe aussi un outil pédagogique, c'est présent aussi, vous, dans votre façon de fonctionner, de faire au quotidien pendant la course, avec cette idée à l'esprit? Oui, évidemment. Alors, on parlait d'un tour du monde. Donc, le tour du monde, on peut se permettre d'aborder un certain nombre de sujets pour les jeunes générations. Et c'est vrai que le Vendée Globe, c'est un formidable outil pour les jeunes. Le département de la Vendée ne s'y est pas trompé, puisqu'il a développé un outil qu'on appelle le Vendée Globe Junior, avec sa fameuse mallette pédagogique qui était mise à disposition des établissements scolaires vendéens au départ, sous forme physique, avec des vraies mallettes et du contenu pédagogique. C'est une mallette qui est toujours d'ailleurs, maintenant qui est dématérialisée, mais qui est construite avec des enseignants, avec le corps enseignant, et aujourd'hui qui cartonne, puisqu'on a pu distribuer 6000 kits pédagogiques, dont un certain nombre hors Vendée, et que ce kit pédagogique qui est dématérialisé maintenant est traduit en anglais, puisque le Vendée Globe est une course internationale et que finalement on s'est rendu compte aussi que grâce aux skippers, qui sont nos meilleurs ambassadeurs, on arrive à promouvoir un certain nombre de valeurs en dehors du territoire, vendéen d'abord, français ensuite, donc dans le monde entier. Et les skippers eux-mêmes nous disent vous avez un outil génial. Je me souviens de Kojiro Shirashi, notre japonais, qui me dit mais est-ce qu'on peut nous récupérer des fiches, parce qu'au Japon ça marcherait super bien. Donc voilà, on essaie de profiter du Vendée Globe pour transmettre des valeurs, du contenu, et puis de faire rayonner aussi un territoire en dehors des frontières. On parlait du public, vous en parliez avec certains chiffres tout à l'heure. Naviguer dans l'incertitude comme les chefs d'établissement ici, parfois, selon le contexte.
Comment on fait quand on accueille du public sur un événement comme celui-ci? Comment on anticipe? Alors c'est un gros travail. Souvent on me posait la question, mais qu'est-ce que tu fais entre 2 Vendée Globe? Parce que je ne l'ai pas dit, mais le Vendée Globe c'est organisé tous les 4 ans. 4 ans de vacances? Voilà, 4 ans de vacances. Et finalement, non, pas du tout. On travaille très tôt sur la prochaine édition. Hein. J'ai clôturé l'édition 2024, finalement, 2025 ce week-end, quoi qu'il y ait encore la cérémonie de remise des prix à venir, le 10 mai prochain au Sables d'Olonne. Mais en réalité, on construit d'ores et déjà d'une édition à l'autre la prochaine édition. Et puis, quand on organise un événement tel que le Vendée Globe, qui met en place un gros dispositif d'accueil du public, on l'a vu avec ce village sur 3 semaines avant le départ, puis un départ où on accueille un fort concentré de public sur un temps réduit, évidemment, avec un dispositif Vigipirate, comme on le sait. On doit travailler très en amont avec les autorités préfectorales, les autorités d'État, pour mettre en place un certain nombre de process. Donc on met en place des groupes de travail et on travaille avec les forces de l'ordre, avec les pompiers, avec les hôpitaux, pour travailler à ce qu'on puisse anticiper l'ensemble des cas de figure qui pourraient se présenter, notamment pour le jour du départ, puisque c'est vraiment le temps fort de notre événement. Et puis, on doit, nous, organisateurs, proposer un dispositif pour les 3 semaines dans l'enceinte du village où on accueille quand même ces 1 300 000 personnes. Donc c'est moins condensé en fait que ce jour de départ, mais quand même on met en place un dispositif de sécurité avec une entreprise privée de gardiennage par exemple et un certain nombre de mesures qu'on a pu mettre en place. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine et d'anticipation et de un travail collectif où il est important, même si parfois on vous pousse à aller toujours plus loin dans les dispositifs, d'être à l'écoute, de rassurer. Enfin, moi, je suis vraiment dans une logique participative active dans ce genre de réunion. On le disait tout à l'heure, à la fois une enceinte fermée, votre village que vous gérez, cette partie extérieure, on va le voir avec les 350 000 personnes au total qui viennent le matin de la course, alors qu'il y a 4 ans, il n'y avait personne. Gestion du risque, liberté et audace. Alors on parlait d'anticipation en 2020, on n'avait pas anticipé grand-chose quand même, il faut se le dire, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et moi je me souviens très très bien d'un jour de solitude que vous avez peut-être eu tous, et je crois qu'on a tous vécu ça. D'autant plus quand on vous dirigez des établissements, moi je dirige un événement qui accueille du public, mais finalement vous aussi, vous accueillez du public. Comment est-ce qu'on va faire pour organiser ça dans ce contexte alors qu'on a peur, qu'on ne sait pas où on va, on a déjà peur pour soi, donc c'est vraiment des questions que je me suis posées, hein. Je suis complètement honnête avec vous. Et puis finalement, il y a un moment où si vous voulez, et c'est aussi la force d'avoir un collectif et moi j'avais un président qui était audacieux, on parlait d'audace, et qui m'a dit il faut absolument qu'on fasse, quoi qu'il arrive, il faut que ce Vendée Globe y parte, et il l'a vu juste, parce qu'on l'aurait organisé l'année suivante, ça n'aurait pas été forcément plus simple en réalité. Et puisqu'on ne savait pas, on allait essayer de le faire et mettre en place les meilleurs moyens pour le faire. Et finalement, ça a été une belle école, puisque je me suis rendu compte que dans l'incertitude, ce qui comptait, c'est d'être transparent quand on est un leader, quand on est un manager. Et donc, j'ai mis en place un certain nombre de réunions parce que finalement, autour de moi, c'était un peu la panique générale quand même. Hormis mon président qui avait son cap, et ça m'avait beaucoup, ça me portait en fait vers cette audace qu'il fallait prendre. Autour de moi, il y avait complètement, tout le monde paniquait, quoi. Les skippers, les sponsors, l'équipe, mon équipe en fait. Hein, personne ne savait où on allait. Donc, il était très important de rassurer en étant présente, cohérente, quelque part calme. Hein, il fallait que je garde mon calme, mais tout en expliquant, je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer, quoi. Et la réalité, elle était là. Donc, j'ai mis en place. À titre perso, d'ailleurs, c'est comme ça que vous vous décrivez. Plus l'actu est chaude, plus moi je suis calme. C'est ce que vous dites aussi dans la gestion et la prise de décision. Oui, oui, je l'ai un peu découvert à ce moment-là. Hein. Encore une fois, moi, je viens pas du sérail. J'étais pas formée à diriger un événement pareil, et je me suis découverte aussi au travers ces moments de crise, hein, quelque part. Hein. Et effectivement, je me rends compte que
Je suis quelqu'un d'assez... je ne sais pas si c'est pourquoi, mais en tout cas, moi, je calme, vraiment, je gagne en calme, en sérénité dans ces moments-là. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que ça sert à rien de paniquer, il faut garder le cap. Et en fait, j'ai mis en place un système avec les skippers et les sponsors. C'est des réunions périodiques. Tous les 15 jours, je réunissais une centaine de personnes en visio, bien évidemment. On était tous chez nous, confinés. Et j'expliquais l'actualité, j'expliquais qu'on ne savait pas où on allait, qu'on avait très envie d'y aller quand même, et qu'on allait faire tout ce qu'il était en notre pouvoir pour le faire. Et finalement, en mettant ce dialogue en place, dans l'incertitude, en montrant qu'on avait envie, ça a calmé le jeu. Et j'ai réussi à amener, je pense aussi, à l'époque, les skippers et les sponsors à venir derrière nous, parce que dans une certaine mesure, au départ, la peur l'emportait un petit peu, et finalement, il y avait une partie du collectif qui ne voulait plus y aller. C'est en fait, on va droit dans le mur, et tout cet investissement, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un IMOCA, un bateau du Vendée Globe, c'est 8 millions d'euros. C'est des projets qui peuvent parfois monter à une quinzaine de millions d'euros. Certains skippers mettent en jeu beaucoup de choses à titre personnel pour arriver à être au départ. C'est des projets qui sont lourds, qui sont complexes, qui sont engageants financièrement. Et certains me disaient, mais si on y va, est-ce qu'on ne va pas tout planter, quoi? Donc finalement, en les rassurant, on les a amenés derrière nous. Et c'était finalement la bonne méthode, en fait. La communication, je pense que c'est clé. Et garder son self-control, ouais. En tout cas, dans le rôle que je devais mener à ce moment-là, en 2020. Parce qu'on parle de cette époque Covid, mais aujourd'hui, pour cette édition qui vient de s'achever, 2024, il y a aussi l'incertitude économique avec le contexte fluctuant. Vous avez aussi une partie commercialisation avec les hospitalités sur le village. Comment on anticipe ça ? En tout cas, on l'anticipe difficilement, mais dans une certaine mesure, on y est attentif. C'est-à-dire que moi, je prends la température en continu du marché, finalement. Je suis très à l'écoute de l'écosystème. J'observe ce qui est déjà en train de se passer pour 2028. Je sais qu'il y a une dizaine de bateaux neufs en construction. C'est rassurant. Ça veut dire que les sponsors sont au rendez-vous. Pourquoi j'observe le marché ? Parce que le financement de la course au large, il est un peu différent du financement d'un certain nombre d'événements sportifs. On a 23 millions de budget pour le Vendée Globe et on a 70% de notre budget qui repose sur le sponsoring pour l'événement, mais ça vaut aussi pour les skippers, et même c'est une part plus importante pour eux puisque c'est quasiment l'intégralité de leur budget. Et puis j'ai quasiment 25% des recettes qui sont liées aux recettes de commercialisation du village. Donc finalement, tout est lié, parce qu'on commercialise aux sponsors les espaces qui sont sur le village prioritairement. Donc si l'économie se porte bien, effectivement, si les sponsors sont au rendez-vous, ça me donne une bonne appréciation de ce qui va se passer. En revanche, on n'est pas à l'abri d'une crise. On voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On n'est pas à l'abri, et le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans. Donc évidemment, moi, je dois faire des paris aussi un petit peu et réadapter ma stratégie, mes budgets au fil de l'eau. En fait, je dois être agile, en fait, et parfois arbitrer, prendre des arbitrages à 6 mois de l'événement pour dire ça, on n'y va pas, c'est trop cher, il y a une forte inflation. Et c'est de se dire que rien n'est jamais acquis et c'est pas grave. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter aussi sur l'aspect ressources humaines. En tous les cas, il était question hier de la gestion de vos établissements. Le secrétaire général disait chaque établissement, de toute façon, est à part. Mais le Vendée Globe est une épreuve à part. Vous passez de combien à combien? Là, entre les 4 ans, vous êtes 8, c'est ça? Et sur un départ de Vendée Globe? On est peut-être 150 collaborateurs et 500 bénévoles. Comment on gère ces flux humains? Eh ben, c'est c'est une très bonne question parce que c'est ce qu'il y a de plus complexe, de gérer de l'humain. L'humain, ça se gère pas facilement, mais c'est un travail. Et j'ai compris au fil du temps que c'était un travail qui valait la peine d'être mené, puisque on ne fait rien sans l'humain, quoi. Donc le Vendée Globe, c'est environ 8 salariés temps plein, et je me compte dedans, parce que je suis à la fois directrice générale, mais je suis opérationnelle vraiment auprès de mes équipes. 150 collaborateurs, après on arrive sur le village arrivé, on est une 50aine, 500 bénévoles. Donc
finalement, je peux peut-être poursuivre hein, sur. J'ai envie d'un petit peu vous expliquer comment j'essaie de les embarquer là-dedans. Parce qu'en fait, finalement, quand on se retrouve avec une petite équipe, on embarque son équipe très facilement autour de soi au quotidien. On vit les choses au quotidien avec l'équipe. Et puis quand arrive ce flux de personnes, très vite, il y a un condensé d'humains qui va arriver. Et le Vendée Globe, vous savez, c'est un village qui va ouvrir mi-octobre et une course qui va s'achever, comme je vous l'ai dit, samedi dernier, au mois de mars. Donc c'est un condensé de vie. Il faut tenir cette intensité. Il faut tenir l'intensité et il faut embarquer. On va créer un moment de vie, tous ensemble, comme des sous-mariniers qui vont vivre une tranche de vie un peu intense. Donc il faut arriver à embarquer des gens autour des mêmes valeurs, très vite, très fort. C'est ce que je le disais tout à l'heure, il faut énormément communiquer avec les uns et les autres. Moi, par exemple, au début de cette édition, avec une grosse partie de l'équipe, j'ai mis en place une réunion où j'ai rappelé quelles étaient les valeurs qui étaient celles qui sont portées par l'événement, qui sont portées par la course. Et je crois qu'il faut absolument que ça soit partagé et que ça soit très transparent et que le rôle du chef d'établissement, comme le rôle qui est le mien au sein du Vendée Globe, c'est d'embarquer l'équipe en étant cohérent et en impliquant son équipe avec soi. Ça, c'est important. Et aussi, peut-être, je crois, hein, mais c'est vraiment quelque chose d'assez, pour moi, de fondamental, c'est de manager dans une forme de bienveillance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipe que vous embarquez n'a pas confiance en vous, n'a pas confiance en votre capacité d'écoute, on n'ira pas très loin. Donc, finalement, c'est un peu les clés du leadership, hein, dans une certaine mesure. Il n'y a pas de secret, mais c'est un travail. C'est pas quelque chose qui vient tout seul. Et je pense que quand on prend la tête de n'importe quelle entreprise, et je pense que ça soit un établissement scolaire ou un événement comme le Vendée Globe, c'est à peu près la même chose. C'est un vrai travail, en fait. Et c'est un travail avec... Il y a un moment, j'ai pas vu mon équipe pendant 15 jours. C'est pas normal. Il faut que j'aille les voir, il faut que je sois au contact, il faut que j'écoute, il faut que j'absorbe l'information, il faut que je partage, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait du retour, il faut que je sois exemplaire, il faut que je sois cohérent. Voilà, tout ça, c'est un engagement, en fait. C'est un véritable engagement. Donc 8 salariés pour la SEM Vendée entre deux Vendée Globe, 170 personnes qui travaillent sur un départ, 180 au jour d'arrivée, et puis 400 bénévoles également. Autre aspect, vous parliez d'anticipation et de Covid. En 2020, on se sert aussi de ce qui a été une contrainte pour pouvoir le transformer en opportunité. Ça existe, ça? Il y a des exemples auxquels vous pensez? Ouais, je ne sais pas si on a une petite image, mais j'aurais aimé vous montrer une photo de l'arrivée de... Celle d'un skipper, avec Jérémy Bayou, un skipper qui descend sur le ponton, celle qui est juste avant où ce skipper regarde le trophée du Vendée Globe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, nous avons réussi à mettre en place un village et on a accueilli une centaine de milliers de personnes, hein, quand même, ce qui était un tour de force. Mais le président de la République a décidé de reconfiner une nouvelle fois la population. Donc le village s'est vu fermé. Donc on s'est retrouvé avec un village vide. Et néanmoins, il a fallu rebondir et organiser quand même ce départ du Vendée Globe. Donc le départ a eu lieu. Il a eu lieu, mais il a eu lieu sans personne en réalité. Donc là, vous voyez, il y a un peu de public là. Mais là, il n'y avait personne. Il y avait simplement les partenaires de l'événement qui étaient très éloignés du skipper. En principe, sur le ponton du Vendée Globe, il y a énormément de monde autour du skipper et c'est un petit peu... C'est très convivial. C'est la foire aux émotions autour du skipper. La foire aux émotions autour du skipper et c'est très bien comme ça. Sauf que là, on ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait personne, tout le monde était masqué, les skippers eux-mêmes étaient masqués. Moi, j'avais tenu, et c'est aussi grâce à un protocole sanitaire strict que j'avais présenté à l'ARS et au préfet, j'avais tenu à ce que le protocole soit strictement respecté. Toutes les télés du monde étaient tournées vers nous. Et donc, on a réfléchi
à une mise en scène en se disant qu'est-ce qui va pouvoir créer de l'émotion, générer de l'émotion, alors que finalement, il n'y a personne autour de ces skippers pour les acclamer le jour du départ de la course. Il n'y avait personne dans le chenal, enfin, c'était vide, c'était un peu triste, quoi, quelque part. Donc, on a scénarisé la descente au ponton du Vendée Globe pour ces skippers, comme dans un film. On a vraiment mis en place une scénarisation de cinéma et on les a fait descendre seuls, avec une musique, le trophée au milieu, le trophée que vous voyez sur la photo, au milieu du ponton. Et ça a énormément plu aux chaînes de télé qui nous ont dit « Waouh, là, on a quelque chose de télégénique, c'est magnifique, c'est très beau visuellement. » Les skippers ont trouvé aussi que ça les mettait en valeur. On les fait rentrer dans l'arène juste avant de monter sur le bateau. C'était... Voilà, ça a été très bien perçu et donc c'est une idée qu'on a repris à notre compte pour cette édition. Donc on s'est dit finalement d'une situation de crise on en tire une force et qu'est-ce qu'on en retient? On en retient que ça c'était vraiment chouette, que ça a vraiment plu et donc on l'a refait. Alors évidemment on l'a refait avec un peu de public mais qu'on a organisé autrement. Donc il y avait des partenaires au milieu du ponton, etc. Mais c'était pas la même foire, entre guillemets, qu'avant. On l'a un peu plus organisé. On a trouvé cet entre-deux et c'est une leçon qu'on a tirée 2020. Donc on transforme la contrainte en opportunité et on se sert encore aujourd'hui de ce qui a servi à l'époque. La gestion de la crise en mer également, là on a parlé de la terre, du village, l'aspect commercial, vous signez pour 250 000 euros de produits dérivés déjà dans ce contexte quand même? Oui, exactement. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais quand je me suis retrouvée effectivement un peu seule face à mon ordinateur en mars 2020, j'avais les fournisseurs, moi, du Vendée Globe qui appelaient et effectivement et qui me demandaient de prendre des décisions qui étaient un peu imprenables quand même. Et je me souviens du fournisseur, les comptoirs de la mer, qui nous fournit en produits dérivés, qui me dit moi, Laura, si tu veux des produits dérivés pour le prochain Vendée Globe, on était bien infichus de savoir si ça allait vraiment marcher, notre histoire. Écoute, c'est 250 000 euros. Alors, quand même, encore une fois, c'est une société d'économie mixte, nous, donc il y a de l'argent privé, mais public aussi. Et c'est là où je pense que dans ma tête, ça a été très vite. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de public, il y aura une course, donc il y aura des ventes sur Internet. J'ai très vite jaugé le risque. Et j'ai compris qu'il fallait le prendre, en fait. Parce qu'à un moment donné, si on était dans l'immobilisme, dans l'attentisme, on n'y arrivait pas. Donc il a fallu, encore une fois, être audacieux sur ce sujet-là. Ça, c'est pour la partie à terre. Donc en mer, j'y reviens, la gestion de la crise qui s'anticipe. Il y a des process que vous mettez en place de par l'expérience? Alors en mer, à plusieurs niveaux, le jour du départ, en mer pendant la course et puis aux arrivées, parce que ça reste une course à la voile, donc les océans, on ne les maîtrise pas complètement. Malheureusement, il y a eu un épisode très, très dur sur l'arrivée de la route du Rhum, où il y a eu 2 décès sur une arrivée parce qu'il y a une embarcation qui s'est retournée. Donc, à chaque niveau de l'événement en mer, le jour du départ, pendant la course et pour les arrivées, on met en place des process. Je vais faire un petit focus, surtout en mer, parce qu'on a quand même 40 participants qui vont faire le tour du monde tout seuls sur leur bateau, au large, au plus loin des côtes possibles. Donc parfois, personne ne peut aller les secourir véritablement, hormis leurs petits copains, leurs petits concurrents, comme ça s'est passé effectivement en 2020, on va peut-être y revenir. Donc en fait, avec la direction de course, je mets en place une équipe de direction de course de 5 personnes cette année qui vont s'assurer de suivre H24, 7 jours sur 7, les concurrents en mer. Donc ces personnes se relaient toutes les 6 heures, jour et nuit, pour suivre les marins et pouvoir alerter les autorités de secours internationales s'il y a besoin, ou pouvoir contacter ou être en tout cas derrière la ligne rouge, derrière un téléphone qui est référencé par chaque marin en mer pour être appelé s'il y avait un problème, pour qu'il puisse intervenir. Donc cette équipe de direction de course fait partie intégrante de l'équipe du Vendée Globe, et c'est absolument nécessaire de travailler avec eux des procédures de gestion de crise très en amont,
Donc on met en place plusieurs niveaux de crise, on anticipe tous les problèmes possibles et imaginables, que ce soit une blessure, un marin à la mer, on imagine tous les cas de figure. Alors évidemment sur cette édition on a eu de la chance, il y a eu très très peu on a eu des crises jaunes en réalité, ce que j'appelle les crises jaunes, parce qu'on a 3 niveaux de crise, jaune, orange et rouge. On a eu plus eu des cas de blessures, vous l'avez vu, Damien Seguin qui s'est fait très très mal au cervical, on a été très attentifs, mais on n'a pas eu d'homme à la mer, on n'a pas eu de crise rouge, comme je l'appelle, contrairement à 2020. Et heureusement, du coup, qu'on met en place ces procédures-là, parce que quand ça arrive, il faut être très, très prêt, très serein, en tout cas très préparé pour intervenir. Justement, Laura Le Goff, 2020, rouge écarlate même, on ne pensait pas qu'un bateau de ce type pouvait couler, on ne pensait pas qu'un homme pouvait se retrouver à la mer sans qu'on sache où il est. Vous avez eu la crainte de le perdre pendant plusieurs heures, et là, racontez-nous, vous cogitez évidemment, et vous remettez en cause avec la responsabilité qui est la vôtre, ne serait-ce que vis-à-vis de la famille. Vous pensez à tout ça? Oui, on pense à tout ça. Alors pour remettre un petit peu en perspective le contexte, on a reçu, la direction de course a reçu un appel du team manager de Kevin Escoffier, à l'époque qui était 3e de la course. Il devait être au large du Cap de Bonne-Espérance. Et donc Kevin a envoyé un WhatsApp à son team manager pour dire je coule, ce n'est pas une blague, Mayday, Mayday. Donc le team manager contacte la direction de course, dire voilà, là c'est clairement la situation est critique, donc là on est en crise rouge. Moi dans ces cas-là, je suis contactée par la direction de course très très vite. Et donc on se retrouve tous dans le bureau de l'ADC pour gérer le problème. Donc la direction de course, comme nous sommes très bien préparés, et ce sont des experts qui sont habilités par la Fédération française de voile, qui connaissent extrêmement bien ce type de circonstances, c'était extrêmement focus sur les opérations de sauvetage, avec notamment l'Afrique du Sud, puisqu'il était au large Cap de Bonne-Espérance. Donc c'est important d'anticiper les problématiques le plus en amont possible, parce que ça leur a permis d'être extrêmement sereins, d'avoir tous les bons contacts avec les autorités maritimes internationales, etc. Et puis moi, c'était très important... il faut que je rapproche mon micro, pardon. C'était très important pour moi d'avoir travaillé la relation de confiance, comme je le disais tout à l'heure, la communication avec les équipes de direction de course, parce que j'ai pu être complètement intégrée aussi à leur côté pendant ce temps-là. Et surtout, j'ai senti beaucoup de cohésion dans les... Sans venir du monde de la mer à l'origine, ce que vous disiez tout à l'heure. Sans venir du monde de la mer. Et donc moi, j'ai fait le lien entre la direction de course, les équipes de communication, parce que les équipes de communication, comme c'est comme ça, elles ont un peu plus de mal à intégrer le bureau de la direction de course. Donc très important, quand on dirige un événement, d'être dans dans la confiance avec ses équipes, surtout quand on gère autant de sujets qui peuvent être dramatiques. Et pour répondre à votre question, Maxime, oui, évidemment, on se pose la question de... Mais là, parce que Kevin Escoffier est resté 11 heures dans son radeau, parce que son bateau s'est plié en deux, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, son bateau s'est craqué, il a dû sauter avec sa combinaison de survie, il a chopé son radeau de survie, il s'est retrouvé dans son radeau, il y avait des vagues aussi hautes que des immeubles. Donc on ne savait pas en fait s'il était encore en vie. Alors on était rassurés parce que Jean Le Cam, qui avait été dérouté, et c'est finalement Jean Le Cam qui l'a sauvé au bout du compte, mais il l'avait déjà une première fois vu avec sa combinaison de survie, donc on s'est dit déjà, a priori il ne sera pas mort de froid, il est sur son radeau, il a l'air d'être en vie, il a parlé à Jean, donc on est rassurés. Mais quand Jean manœuvre son bateau pour aller secourir Kevin et qu'il le perd de vue et qu'il ne le trouve plus, et que l'opération dure des heures et qu'il fait nuit, que la balise de détresse n'émet plus, et que le temps passe, et que Jean fait le tour, on voit tourner, parce qu'il était sur Skype, on le voyait en direct. Il y a un moment, moi dans ma tête, très sincèrement, je me suis dit, je vais devoir annoncer quelque chose de terrible, quoi. Et Kevin, il a mon âge, il a des enfants, une femme, et je me suis imaginé le pire. Ça a été assez dur à ce moment-là, mais évidemment c'est pas des choses qu'on partage avec l'équipe dans ces cas-là. Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé pour moi, bien évidemment, et on se garde bien de partager cette peur-là. Moi l'objectif c'était d'être
calme, très calme, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'abaisse un peu mon niveau cardiaque dans ces moments-là pour permettre à mon équipe d'être sereine et d'opérer du mieux possible. Bon, tout s'est bien passé au bout du compte, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on n'a pas le droit de ressentir des émotions. Ah bah non, au contraire, on est des êtres humains. Non, mais c'est important d'ailleurs de ressentir ces émotions. Il ne faut pas les subir. C'est surtout ça la différence. Quand on est manager, au contraire, il faut. D'ailleurs, il y a beaucoup de professeurs dans cette salle. Vous êtes meilleurs en latin que moi, mais émotion, ça vient d'émovere et c'est mettre en mouvement en latin, émovere. Et sans émotion, il n'y a pas de mise en mouvement. Donc l'émotion, elle est majeure pour permettre aux équipes d'avancer. Et je pense qu'au contraire, un bon manager, alors on peut être un manager froid, autoritaire, mettre en place des indicateurs, des chiffres, des objectifs, ça, il n'y a pas de problème. On peut le faire, et c'est important certainement de le faire quand même, hein, il faut donner une vision. Mais je pense, et pour l'avoir vécu, parce qu'encore une fois, le Vendée Globe, c'est un concentré d'émotions assez fort, parce qu'il y a des enjeux de vie humaine, et parce qu'on vit tous les uns avec les autres pendant 6 mois, comme vous l'avez compris. Bien au contraire, pour en amener loin l'équipe, pour demander autant de sacrifices, parce que c'est du temps passé, du temps qu'on passe pas avec nos familles, parce qu'on travaille beaucoup, comme vous tous, il faut amener l'équipe autour d'une émotion, d'un partage, et je pense qu'on va beaucoup plus loin quand on est dans cette dynamique-là. Au contraire. Et heureusement, Laura Le Goff, cette année, vous n'avez pas ressenti le même type d'émotion que ce que vous décriviez en 2020. Et pour autant, pas de chavirage, pas d'incident grave. Mais plusieurs marins ont croisé la route d'icebergs, de glaçons plus gros que Fort Boyard. Et il s'en serait bien passé, regardez, l'un de ses skippers, Sébastien Marcet. Ah putain, il y a un iceberg. Il y a un iceberg là dans mon travers. Ah la vache, ça fait flipper. Ah putain. Ah vivement qu'on sorte de là. Putain, l'iceberg quoi. Je l'offre ou quoi? Je l'ai fait. Pas que j'accélère trop non plus. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Il est à 4000. Il est à 4000, 3000 et demi peut-être maintenant. J'ai dû rouler le Genac. Ah putain, j'espère qu'il n'y a pas des morceaux dans l'eau. Ah la vache. Ah, on va se demander ce qu'on fout là. Hein. C'est beau. Oh la vache, la nuit elle commence fort. Hein. La nuit elle commence fort. Vous le voyez, je pense derrière, elle est là. J'allais plein dessus. Voilà, depuis 2008, ça n'était pas arrivé un marin du Vendée Globe qui rencontre la route d'un iceberg aussi proche. Ils étaient plusieurs à le rencontrer au cours de cette édition. Bah oui, ça fait partie des risques que peuvent rencontrer les skippers en mer. Dans le cas de Sébastien Marcet, il est aussi inquiet parce que Sébastien, s'il n'avait pas manœuvré et que l'iceberg était devant lui, en un quart d'heure, il pouvait rentrer dedans. Et là, le bateau était détruit, quoi. Donc, les conséquences auraient pu être terribles. La crainte aussi de ce qu'il appelle les growlers, hein, les petits morceaux de glace avec sa coque de 3 cm, moins de 3 cm d'épaisseur. Les dégâts. Exactement. Là, pour gérer ce sujet-là, hein, on travaille avec une société qui s'appelle CLS, une société d'observation des satellites, et qui nous permet en fait de déterminer autour de l'Antarctique, sur le pôle sud finalement, une zone d'exclusion où ces gros icebergs en fait sont très très présents. Et cette ZEA, cette zone d'exclusion antarctique, elle est là pour les protéger. Et finalement, on a vu que malgré cette ZEA, parfois on a des gros glaçons qui peuvent un petit peu aller au-delà. Donc le risque, il est partout. Hein. Encore une fois, on navigue sur des océans, hein, donc on ne peut pas tout maîtriser. Mais on met en place l'ensemble des mesures pour maîtriser au mieux la situation. Alors évidemment, la direction de course
était très en lien à ce moment-là avec les skippers pour leur permettre quand même d'éviter ces gros glaçons. Et la société CLS nous avait alertés et on a pu prévenir quand même nos skippers. CLS travaille avec des satellites et ces satellites permettent de modéliser en fait finalement les icebergs et en temps réel on peut faire évoluer cette zone d'exclusion qu'on communique quand il y a une évolution aux marins qui sont en mer. Mais aussi pour pour assurer leur sécurité aux marins, parce que ça reste quand même une course difficile, mais en même temps, on veut tous les voir revenir. Il y a eu des éditions tragiques au Vendée Globe, il y a déjà eu des morts. Ce n'est pas le cas depuis plusieurs éditions, parce que l'objectif, c'est qu'ils reviennent tous à bon port. On travaille aussi avec un météorologue qui, tous les matins, fait un bulletin météo de la situation et transmet un bulletin à chacun des marins pour les informer de la situation météo de la journée. Ça, c'est important. Donc, la direction de course, le météorologue et la société CLS, qui est un partenaire d'ailleurs de l'événement, qui observe les icebergs et donc avec la mise en place de cette ZEA. Avec, pour des questions d'équité, la zone d'exclusion antarctique, la zone des glaces qui est positionnée selon les positions des premiers, le passage des premiers, mais pour des questions d'équité, elle reste. Donc effectivement, CLS continue à suivre, d'où encore cet écosystème multiple que vous avez à gérer et ces partenariats de toutes parts, Laura Le Goff. On parlait de public, privé, ça touche le spatial. Le Vendée Globe permet de toucher à tout. Ouais, le Vendée Globe, c'est formidable. Moi, je m'ennuie jamais. Effectivement, on apprend toujours. Ça fait 9 ans que je suis à la direction du Vendée Globe et j'ai pas l'impression d'avoir vécu un Vendée Globe à chaque fois de la même manière. Évidemment, on travaille avec des acteurs très différents, des acteurs, des scientifiques, parce comme on l'a dit, effectivement, avec CLS, on travaille avec des experts de haut niveau, on travaille avec des collectivités, avec des entreprises privées, avec des entreprises, des institutions locales, le port de pêche, le port Olona. Enfin voilà, on travaille avec un certain nombre d'acteurs différents et c'est ce qui fait la richesse de ce poste-là, en tout cas. On parle de crise sanitaire, vous l'aviez dit tout à l'heure, de gestion de crise en mer, crise sportive, crise de communication, gestion de crise également entre 2 éditions du Vendée Globe. C'était une blague, les vacances, tout à l'heure, évidemment. Vous n'êtes pas ennuyé entre 2020 et 2024 avec quelques cas liés au règlement qui ont mis le Vendée Globe sur le devant de la scène? Ah oui. Et on ne s'y attendait pas, évidemment. On s'est retrouvé dans un cas que vous avez dû certainement entendre, dont vous avez entendu parler très certainement, puisqu'il a été largement médiatisé. C'est le cas de Clarisse, qui a été remerciée un peu directement par son sponsor, parce que, a priori, le règlement ne lui aurait pas permis d'être au départ de la course. Bon, on voit que le sponsor s'est trompé puisqu'elle était au départ de la course. Elle était enceinte, donc elle ne prenait pas le départ de course qualificative. Alors, et ça aurait pu lui porter préjudice. Oui, pour un motif de grossesse, effectivement. Merci de le préciser, c'était le sujet le sujet central d'ailleurs. J'allais presque l'omettre. Mais effectivement, Clarisse avait ce projet de maternité et le sponsor pensait que c'était incompatible pour participer, être qualifié, être sélectionné au Vendée Globe. Donc on s'est retrouvé un peu sur le devant de la scène à ce moment-là, enfin en l'occurrence plutôt mon président, qui vraiment a porté ce sujet-là médiatiquement. Et puis il a fallu donc mettre en place une communication de crise de façon très urgente, puisqu'on a découvert la nouvelle du licenciement. Alors c'était pas vraiment un licenciement, mais de la séparation entre le sponsor et Clarisse. Nous on l'a découvert sur les réseaux sociaux. Donc il a fallu agir très très vite, il a fallu être réactif. La cellule de crise, elle a été en continu sur cette première journée puisque les médias appelaient beaucoup. Et suite à cela, de façon plus posée, on a pu mettre en place un certain nombre de choses, et notamment un comité de réflexion qu'on a appelé comité diversité pour éviter que cette situation elle se reproduise en fait à l'avenir, parce que même si le règlement n'interdisait pas, bien sûr, à une femme ayant un projet d'enfant de participer à la course, il s'avère qu'il y a un sponsor qui a craint que ça soit possible, qu'elle ne puisse pas y participer. Donc, à partir de là, il fallait qu'on puisse mettre en place
une réflexion sur ce sujet pour éviter que la situation n'ait à se reproduire. Donc voilà, on a encore rebondi face à une situation de crise finalement, et on en a fait une opportunité puisqu'on a travaillé, réfléchi à cette situation pour permettre à plus de femmes. Aujourd'hui, on avait 6 femmes sur le Vendée Globe. C'est un bon ratio en matière de course au large, mais c'est encore assez faible. 6 femmes qui étaient présentes. Donc en fait, pour encourager à ce qu'il y ait plus de femmes et surtout que les femmes puissent concilier projet de maternité et projet compétitif, on a travaillé le sujet pour 2028, pour le prochain règlement, mais on l'a élargi à d'autres situations. Les internationaux, comment est-ce que les internationaux peuvent, comme notre Kojiro au Japon, où on a eu un Chinois qui a participé, Jin Kunshu, cette année au Vendée Globe, comment est-ce qu'il peut à la fois se qualifier en France tout en étant présent dans son pays d'origine. Voilà, on a voulu prendre en compte un certain nombre de cas. Et on a fait finalement de cette situation, qui n'était pas une situation forcément agréable et simple à gérer, une source d'opportunité pour ouvrir d'autres pistes de réflexion pour la suite. Et c'est plutôt positif pour nous tous. Et au final, Clarisse Kremer s'était qualifiée normalement et a terminé 11e cette année, alors qu'ils étaient 40 au départ. Et puis la révélation, l'une des révélations de cette édition, c'est une femme aussi, Violette d'Orange, 23 ans. Ah ben oui, Violette, je pense qu'elle est dans le cœur de beaucoup de Français qui ont suivi la course, et peut-être pas que des Français d'ailleurs. Une jeune femme de 23 ans qui est arrivée en 90 jours. Elle a fait 4 jours de moins qu'Hélène MacArthur, qui avait 24 ans à l'époque, c'est ça ? En 2001. En 2001. Et c'est une jeune femme qui a énormément plu, je crois vraiment, parce qu'elle est authentique. C'est une personne qui a un chemin de vie très cohérent. Depuis le départ, elle sait ce qu'elle veut. À 15 ans, elle a traversé la Manche. Elle a traversé aussi l'Atlantique à 18 ans. À 23 ans, elle fait le Vendée Globe. C'est une fille qui a un chemin assez de vie avec des valeurs. On voit avec une cause qu'elle a portée, les apprentis d'Auteuil en plus. Et là, elle va suivre son chemin avec Initiative Cœur, puisque Initiative Cœur a annoncé officiellement que Violette allait, enfin en tout cas Samantha Davis allait passer le relais à Violette. Donc c'est quelqu'un qui plaît, je pense qu'elle est cohérente, encore une fois, elle est nature, elle est authentique, elle n'en fait pas trop. Et finalement, je crois que les gens ont besoin de ça, en fait. Elle communique très bien, qui plus est. C'est vrai qu'elle a une communication. En fait, pour moi, Violette, c'est un peu une aventurière des temps modernes, en phase avec son temps, en phase avec les réseaux sociaux, en phase avec les valeurs de la jeunesse d'aujourd'hui. Et elle a bien réussi son pari. Et c'est ce qui... Enfin, moi, je crois qu'elle est le symbole de la réussite. Enfin, on parlait de l'ADN du Vendée Globe, et c'est ce qui fait le succès du Vendée, c'est que le Vendée Globe, c'est pas seulement une compétition sportive. J'aurais dû commencer par ça, mais c'est surtout une aventure humaine. Et je crois que à la fois, alors Charlie Dalin est le grand vainqueur, il a effectivement énormément été suivi, mais Violette aussi, elle a quelque part. Vous l'avez vu d'ailleurs avec le nombre, la forêt de micros à l'arrivée et la gestion, vous aussi autour de cette arrivée très médiatique. Très très médiatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Violette, je crois qu'elle avait 80 000 followers sur Instagram avant de partir. Elle en a eu 600 000 pendant la course. Plus que l'organisation du Vendée Globe au bout de quelques semaines. Elle nous a dépassés de haut vol. Mais c'est vrai que voilà, je crois qu'elle représente ce que cette course veut transmettre. Il y a Violette, mais il n'y a pas que Violette. Il y a beaucoup d'autres profils qui plaisent beaucoup parce que les gens ont besoin de s'identifier, ils ont besoin d'aventures, de récits. Et si le Vendée Globe n'était qu'une compétition, peut-être qu'il serait un petit peu moins populaire. Donc voilà, elle a contribué au succès comme tous, et en particulier peut-être du fait de sa jeunesse, de cette course, qui est une course, moi je le rappelle, qui est extrêmement inclusive, parce qu'il y a finalement assez peu de compétitions sportives où femmes et hommes font l'objet du même classement sportif. Il n'y a que dans l'équitation, je crois, et en voile, que les femmes et les hommes peuvent concourir ensemble.
C'est une course extrêmement inclusive, le Vendée Globe. On avait donc deux skippers handisport, champion paralympique. Champion paralympique Damien Seguin, dont je parlais tout à l'heure, qui s'est un petit peu fait mal au cou sur cette édition, qui s'est même fait mal au cou, vraiment mal. Et Jin Kunshu, notre Chinois, qui est quand même amputé quasiment d'un avant-bras complet et qui a terminé sa course. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de cet événement. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez, vous, de cette édition pour la suite, avec la réflexion que vous menez sur les prochaines éditions ? Ouais, je pense qu'il faut qu'on poursuive notre chemin vers l'internationalisation, ça c'est important, mais il faut effectivement qu'on arrive à conserver l'âme du Vendée. Alors moi je suis pas, je sais que l'ADN, j'ai un président qui est très attaché à l'ADN du Vendée Globe et qui le défendra quoi qu'il arrive, mais c'est important qu'on défende, que le Vendée Globe ne devienne pas une course à 2 vitesses, qu'on ait les ultra-performeurs et puis les aventuriers derrière. C'est important qu'on ait toujours ces 2 aspects-là. Effectivement, il faut y veiller, ça fait partie des aspects sur lesquels moi je suis assez vigilante pour l'avenir. Sur le plan sportif, le record a effectivement été battu de plus de 10 jours, 64 jours. On va voir les photos du vainqueur avec Charlie. Le moment du champagne, Charlie Dalin. 64 jours autour du monde. La suite avec la technologie, alors que certains estiment qu'il faut ralentir, qu'on atteint des limites. Ouais, ça va être un vrai débat. Hein. Je n'ai pas vraiment de réponse tout établie, quelque part. Moi, je dirais que la vérité, elle se situe certainement au milieu. Mais il va y avoir un gros travail d'écoute à faire, à mon sens. C'est vrai que Charlie, il a explosé complètement le record d'Armel Lecléage de 10 jours, c'est énorme. Il est arrivé mi-janvier, quand le dernier arrive début mars. Il faut qu'on fasse vraiment attention à ce sujet-là, vraiment. Qu'on ne devienne pas une course à 2 vitesses. Mais ce qui fait aussi la beauté du Vendée, c'est aussi et l'histoire du sport. Et l'histoire du sport, c'est aussi ces avancées technologiques-là. Hein, parce que ces avancées techno, elles nous permettent d'innover, elles nous permettent aussi d'impulser de nouvelles dynamiques, notamment en termes d'environnement, en termes de recherche. Donc voilà, la vérité, elle est certainement un peu au milieu. C'est pour ça que vous, avec votre président, vous avez initié et pris des engagements environnementaux, justement. Oui, il y a eu, et ça fait partie des valeurs qu'on veut défendre, ça fait partie des valeurs fortes, c'est qu'on doit être un événement responsable, un événement engagé. Donc on a annoncé à l'UNESCO une dizaine d'engagements forts, et dont des engagements qui concernent directement les bateaux des skippers, puisque à terme, mon président souhaiterait qu'on puisse réfléchir, les bateaux aujourd'hui ont encore des moteurs qui ne sont pas actionnés, hein, évidemment, ils amènent du fuel en fait, hein, sur les bateaux, donc à terme c'est des sujets, le sujet de la décarbonation. Pour non pas faire avancer le bateau, mais fournir de l'énergie pour les systèmes, le pilote automatique, voilà, par exemple. Exactement, pour faire fonctionner l'électronique embarquée en fait, alors pas tous, mais un certain nombre. Donc c'est des sujets qui sont mis sur la table. Je pense qu'il faut qu'on soit innovant, qu'on impulse une dynamique à ce niveau-là. Et puis on a créé également un fonds de dotation. Un fonds de dotation, le Vendée Globe Foundation, pour permettre de soutenir un certain nombre de recherches en faveur de l'environnement et de la préservation des océans. Et c'est pour ça qu'on a 25 skippers qui ont embarqué des capteurs qui ont été balancés en mer en fait, pour récupérer un certain nombre de données, de data, pour analyser les océans, les fonds marins, parce que les marins, la chance qu'on a avec le Vendée Globe, c'est qu'ils vont dans les coins les plus reculés de la planète et ils vont nous permettre de récupérer des données majeures pour faire évoluer la réflexion sur la préservation des océans. Encore des sujets qui peuvent servir à alimenter notre Vendée Globe Junior par la suite. La course au service de la science, en partie, en tous les cas. Exactement. Vous allez faire quoi ces prochains jours, ces prochaines semaines, Laura Le Goff? Vous allez prendre des vacances un peu? Oui, je vais prendre quelques vacances. On a parlé un petit peu de management tout à l'heure, et pour rebondir face au chef d'établissement que vous êtes, je pense que quand on dirige et qu'on doit porter un projet pédagogique, un projet scolaire, un projet d'événement, un grand événement sportif comme ça,
il faut savoir aussi prendre du temps pour soi. Parce que, je le disais tout à l'heure, les émotions, pour moi, elles sont intrinsèquement liées au management et à la mise en mouvement d'une équipe. Et si on ne rayonne pas de façon positive, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on soit reposé et la récupération, elle est clé. Donc oui, je vais prendre des vacances. J'en ai besoin. Je crois que vous pouvez l'applaudir, Laura Le Goff. Merci beaucoup. Directrice générale du Vendée Globe. Un dernier mot, un message à passer en tous les cas. Bonne prochaine édition et préparation de cette édition 2028 sur laquelle vous planchez déjà l'anticipation nécessaire. Merci beaucoup Laura Le Goff. Merci à tous.